Le football brésilien a une identité forte. Le monde entier nous a toujours reconnus, oui, comme le pays du football. Ce football a beaucoup changé avec le temps et nous sortons tout juste d'une quête du 6e titre mondial stoppé en Coupe du Monde, toujours par des sélections européennes. Cela me donne l'impression de deux chemins possibles. Soit le Brésil essaie de retrouver une identité qu'il a toujours eue dans le football, mais qui n'est plus comme avant. Ou alors, nous traversons une crise d'identité en essayant d'imiter le football européen et nous finissons par jouer un sport qui n'est pas vraiment le nôtre. Il est impossible de parler de cela sans évoquer comment l'identité de notre football est née. Notre identité, faite de dribbles, de ginga, de feintes, ce joga bonito, est née dans le football brésilien comme naît celle de tout individu. De la même façon que mon identité est née, et de la même façon que la tienne est née aussi, fais attention à ton œil dans les premières années d'existence et dans les premières phases de la vie. L'identité que j'ai, la façon dont je vois le monde, a beaucoup à voir avec les expériences que j'ai vécues quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent et toi aussi, que tu le saches ou non. Avec le football, c'était exactement la même chose. Au début du football au Brésil, c'est dans le contact intime du peuple avec ce sport que l'identité de notre jeu s'est forgée. Cette histoire est géniale, on la divise en 3 parties. Il y avait un gars ici au Brésil qui s'appelait Charles Miller. C'était un gars issu d'une famille aisée qui est allé étudier en Angleterre, le pays qui a inventé le football. Il est resté là-bas longtemps, genre 10 ans à étudier, et il a découvert le football là-bas et il a trouvé ça vraiment génial. Quand il est revenu au Brésil, il est allé voir les gars ici et il a parlé avec Herman. Écoute ça. Je suis allé en Angleterre, j'ai vu un jeu sympa avec un ballon, un terrain et des buts. J'ai ramené un ballon et les règles. On essaye? Les gars ont adoré, mais il y a un détail. Issu d'une famille aisée, il était rare de pouvoir voyager et étudier plusieurs années à l'étranger, puis revenir. Naturellement, quand il est arrivé, il a parlé de ce truc seulement à sa petite bande, le groupe des riches. Et donc toute cette bande-là avait Là, en 1894, quand il est arrivé, ils avaient une idée un peu pourrie de ce qu'était la société et ils ont trouvé un moyen de faire en sorte que seuls ceux de leur petite bande puissent jouer au football. Le football se jouait dans les clubs qui utilisèrent des moyens bureaucratiques pour exclure les pauvres. Qui n'a jamais eu ce pote propriétaire du ballon? Il allait jouer, un peu gamin, puis il perdait. Et quand il perdait, il boudait, il prenait le ballon et disait « Bon, je rentre à la maison ». Et là, il gâchait le match de tout le monde juste parce qu'il avait perdu. Qui n'a jamais vécu ça? Eh bien, la façon d'être ce gars-là à cette époque, c'était de faire quoi? La cotisation mensuelle de ces clubs était tellement élevée que les ouvriers ne pouvaient pas payer. Elle représentait des mois de salaire pour les pauvres. C'était impossible. Donc, de cette façon, les pauvres avaient une barrière financière pour pouvoir jouer au football. Et ceux qui étaient noirs avaient une deuxième barrière. En plus de la barrière financière, il y avait la barrière sociale. Parce que même si un noir avait de l'argent, il ne pouvait pas entrer dans ces clubs. Car il fallait aussi un parrain issu de la haute société qui signe et dise « Non, je vais signer ici comme parrain de ce gars-là pour qu'il puisse aussi venir au club. » Pour clarifier, le football est d'abord arrivé au Brésil pour être pratiqué uniquement par les riches blancs. Ni les blancs pauvres, ni les noirs, qu'ils soient pauvres ou riches, ne jouaient. Tu te demandes comment un sport autrefois réservé à quelques privilégiés est devenu si populaire. C'est que, contrairement aux sports les plus populaires de l'époque, qui étaient ces courses d'aviron, tu sais, les régates. Oui, les régates, c'est des courses de bateaux, de ces bateaux-là, et les courses de chevaux. Pour ces sports, il fallait beaucoup d'argent pour un bateau ou un cheval. Le football, il suffisait d'un ballon et de buts. Comme c'était en plein air, on pouvait monter sur un mur, grimper à un arbre ou jeter un œil pour voir, en se disant que c'était cool, il suffisait d'un ballon et de buts. Et là, les gens ont commencé à reproduire ce sport dans un domaine où les Brésiliens excellent. Lequel? En faisant des bricolages, en improvisant un ballon, et en jouant dans la rue, en jouant sur les terrains de quartier, en jouant sur un petit terrain en terre battue. Et mec, il paraît que les gars allaient chez le boucher demander une vessie de bœuf pour la remplir de papier ou de quelque chose et s'en servir comme ballon, tu te rends compte? C'est fou! Il est devenu très difficile d'ignorer ou d'exclure les pauvres. Le sport envahissait les rues. Et puis il y a eu un club qu'on connaît encore aujourd'hui, qui existe toujours, un club qui trouvait ça ridicule et qui s'est dit « Mon frère, je vais prendre tous ces gars qui jouent super bien au foot et que tout le monde exclut parce qu'ils sont pauvres et noirs et je vais faire une équipe avec ceux qui savent jouer au foot. » Et d'après ce que je vois, ceux qui jouent vraiment bien au foot sont là, dans la rue mec. Le club de Regatas Vasco da Gama a vu une faille dans les lois du petit groupe. La faille était la suivante. On pouvait jouer en première division si l'équipe montait de la deuxième à la première, de la série B à la série A. Et le contrôle des lois qu'il créait pour exclure ces gens-là en série B était beaucoup plus laxiste.
Alors Vasco a recruté une équipe d'ouvriers et de noirs, a joué en série B, a été champion et est monté en série A par mérite. Et le petit groupe n'a pas pu faire grand-chose. Vasco n'a pas demandé la permission pour jouer en première division avec des noirs et des pauvres. Il a forcé la porte via la deuxième division et personne ne pouvait l'en déloger. Et Vasco a été le champion de 1923. À cette époque, le championnat brésilien n'était pas unifié. Le championnat carioca était le plus important du pays. Vasco a fait ça, a été champion malgré une défaite. C'est alors que les supporters explosent de fierté et que commence vraiment la construction de l'identité de notre football. Et la partie la plus dingue de tout ça, c'est que les riches, la petite bande là-bas, en se rendant compte qu'ils ne pourraient pas battre les gars qui jouaient vraiment au foot et qu'ils ne pourraient pas exclure les noirs et les pauvres par des manœuvres en coulisses. Ils ont fait à grande échelle ce qui arrive parfois encore aujourd'hui. Ils ont amené le racisme présent dans la société en général sur le terrain. Comment cela se passait-il ? Les noirs ne pouvaient pas toucher les blancs sur le terrain. C'était considéré comme une agression, une insolence. Et avec les arbitres faisant partie de cette petite bande, on pouvait frapper les noirs et il n'y avait pas de faute sifflée. C'était aussi simple que ça. Frapper un noir, ce n'était pas une faute. Un contact du noir sur le blanc était très mal vu et perçu comme insolent. Ainsi, au début du football au Brésil, le noir n'avait que deux options. Soit abandonner et faire à peu près ce que fait le gars qui possède le ballon. Quand ça tourne mal pour lui, il prend son ballon et rentre chez lui. Ou alors faire l'une des choses que, je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, le noir est capable de faire, c'était résister. La façon dont les noirs ont trouvé pour surmonter un environnement hostile et agressif contre eux dans le football, il a fait ce que tout organisme biologique fait dans son environnement. Il s'est adapté. La façon qu'il a trouvé de s'adapter a été justement de trouver une manière de jouer au football où le contact n'existait pratiquement pas. Et c'est de là qu'est née la ginga brésilienne, la samba sur le terrain, la feinte, le dribble. Le dribble, c'est l'art de regarder d'un côté et de partir de l'autre. Parfois, le gars surgissait de nulle part et était déjà là, incompréhensible. Le dribble, au début du football brésilien, était un acte de refus de la violence et du racisme sur le terrain. Ce qui allait devenir notre identité dans le football est né de la nécessité de résister. Celui qui raconte cette histoire en détail, c'est ce fameux Mario Filho. Tu sais qui est Mario Filho? Mario Filho, c'est le gars qui a donné son nom au Maracanã. Et oui, Maracanã est le surnom de ce stade. Le vrai nom du lieu, c'est Stade Mario Filho. Imagine ce qu'il faudrait faire pour que ton nom soit donné au plus grand temple du football au Brésil. Eh bien, Mario Filho l'a fait, le journaliste. Il explique cette histoire en détail dans ce livre ici. Et puis, avec le temps, le football, comme tout sport, il se modifie, il évolue, il subit des mutations et tout ça. Le football, c'est comme si, tu vois, avant c'était comme ça et aujourd'hui c'est comme ça. Ce football artistique du dribble, la ginga, principalement pratiquée par les Brésiliens et encore aujourd'hui connue sous le nom de Joga Bonito, a forgé l'histoire exceptionnelle de la force du Brésil dans ce sport. Mais ce qui nous a permis de dominer le futsal, le football féminin et le beach soccer et d'être quintuple champion du monde ne suffira pas à gagner les 5 prochaines coupes du monde. Ce ne sera pas suffisant. Dominer, sortir prudemment, être l'épouvantail, accumuler les titres. Aujourd'hui, le football a changé et d'autres comportements existent. Autrefois, imagine que chaque petite boule représente un joueur de football. Plus la boule est haute, meilleur était le joueur. C'est organisé par niveau. Au fur et à mesure que le jeu avance, les études sur les espaces sur le terrain avancent aussi, ainsi que les études biologiques sur la physiologie de notre corps pour qu'on puisse courir plus, pour qu'on puisse penser plus vite. C'est comme si toutes ces études faisaient progresser tous ceux qui débutent le football. Et aujourd'hui, après s'être autant penché sur la tactique, la physiologie, les avancées scientifiques et tout le reste, on dirait que tous les joueurs sont proportionnellement beaucoup plus proches du plafond qu'on peut atteindre. Ce que je ressens, c'est qu'autrefois, le crack avait une marge beaucoup plus grande par rapport au plafond pour se démarquer par rapport aux autres. De nos jours, mec, est-ce qu'on peut encore se démarquer? Bien sûr qu'on peut se démarquer, mais le plafond est juste là tellement il y a eu d'évolution dans le jeu. À la Coupe du Monde 2026, on a vu de nombreux résultats qui auraient été de grandes surprises il y a quelques années. Dans cette Coupe du Monde, on s'est dit, c'est fou. Il n'y a plus de petites équipes dans ce foutu football, non? Le sport est tellement étudié aujourd'hui, il m'est impossible de conclure ici si l'écart avec le Brésil a augmenté ou diminué. Impossible d'épuiser le sujet ou de tout expliquer en une seule vidéo. Mais si on est sur la même longueur d'onde quant à la façon dont l'identité de notre football s'est construite, on peut réfléchir au changement qu'a connu le sport lui-même avec toutes ses études, cette science et cette technologie. À quel point le football a évolué pendant tout ce temps, dans les lignes, dans l'occupation des espaces, dans les dynamiques de jeu, dans les solutions tactiques sur le terrain.
Mec, on ne cesse de répéter ça dans 99% des vidéos ici sur la chaîne. Et toi qui suis Football Maximo, tu sais déjà tout ça. Et maintenant qu'on est conscient de l'identité générale du football brésilien, il me semble que la formule maintenant, c'est d'essayer de trouver une adéquation entre ce que nous seuls avons et le football actuel et moderne, mais les tentatives de trouver cet ajustement ne sont pas aussi rapides qu'on le voudrait. On dirait une crise d'identité, non ? On dirait qu'on n'est plus le pays du football et cela pourrait arriver plus vite qu'on ne le pense. Cette playlist retrace l'évolution du sport, les changements de règles, etc. Il suffit de tout regarder. À bientôt.